Et voilà, il est là, il est de retour, c'est le professeur Brubru. Bravo. Bien, mes chers étudiants, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un thème un peu spécial. Elle est intitulée Apprendre à rédiger. Le but c'est, comme son nom l'indique, de vous apprendre à rédiger, car une des causes principales d'éventuelles mauvaises notes est un défaut de rédaction. Alors il faut comprendre l'intérêt de la rédaction, hein. C'est pas juste poser des espèces de fantaisies de vieux garçons, hein. L'idée de la rédaction, c'est de communiquer, c'est d'exprimer une pensée et de la manière la plus claire et la plus précise possible. De ce fait, la rédaction, hein, rédiger est une chose, être capable de rédiger est une chose absolument essentielle dans l'existence, pas uniquement en mathématiques. Les mathématiques, elles demandent de la précision, elles demandent aussi des idées. Alors, du point de vue, là, on va prendre hein, la feuille d'exercice que je vous propose, comme son nom l'indique, c'est un extrait d'un des contrôles continus de 2018 d'intégrale de Riemann. J'ai pris du L2 pour que les L3 puissent aussi trouver matière à suivre cette vidéo et à comprendre comment est-ce qu'on fait de la rédaction, ce qu'on attend dans la rédaction. Alors, globalement, la rédaction, c'est pas uniquement de la calligraphie, hein, c'est pas uniquement bien écrire les choses, c'est bien écrire les choses d'un point de vue théorique. Au niveau d'un examen, ce qu'on attend de vous dans la rédaction, c'est que vous montriez que vous avez compris qu'il y a certains éléments à mettre en œuvre pour pouvoir appliquer certains théorèmes et certaines méthodes. Bon, en particulier, j'ai eu le loisir pendant les TD d'insister sur la nécessité de quantifier les énoncés, mais vous allez voir que ça va au-delà, hein. Il faut être capable d'argumenter quand vous passez d'une ligne à l'autre et que vous utilisez un symbole logique, une implication ou une équivalence. Il faut que vous soyez en mesure d'argumenter et d'évaluer, au moment où vous passez d'une ligne à l'autre, s'il est besoin ou non de donner un argument. Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez résoudre l'équation x plus 1 égale 0, bien vous allez écrire x plus 1 égale 0 est équivalent à x égale moins 1. Pour cette équivalence, il faudra normalement argumenter en disant j'additionne par l'équation moins 1 égale moins 1 et je fais l'addition des deux équations. Bon, au niveau où vous en êtes, on ne vous demande évidemment pas cet argument. Par contre, comme on va le voir dans cette feuille d'exercice, par contre, sur d'autres points, il est nécessaire d'indiquer les arguments qui vous permettent de faire votre développement. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le premier exercice, c'était un exercice assez simple d'ailleurs, vous allez voir, de convergence simple et uniforme de suite de fonctions, avec une toute petite difficulté qui est la définition des fonctions. Alors, on va essayer de rédiger comme on aimerait le voir dans une copie. Alors, quelques règles générales. Il n'est pas... Enfin, vous pouvez dans vos copies faire référence aux notations du texte. Par exemple, ici dans l'exercice 1, on vous définit la fonction fn. Vous n'êtes pas obligé de la rappeler. Si vous le rappelez, c'est très bien. Par contre, vous êtes quand même obligé de quantifier les choses. Vous voyez que fn, c'est une suite. N, c'est donc un entier qu'on a pris plus grand que 1 dans l'énoncé. Donc il faudra que dans votre copie figure une quantification sur N. Alors, n'oubliez pas aussi que ce n'est pas parce qu'on ne vous demande pas de démontrer quelque chose que ça vous dispense de justifier que cette chose existe bien, hein. On va y revenir pour l'exercice 2, mais même là, vous voyez que la difficulté ici, c'est que votre fonction, alors n, x puissance n, c'est défini partout, mais log x n'est pas défini en 0. Donc la difficulté, c'est qu'on va travailler sur le segment 0,1, il faut donc donner une valeur
en 0 à la fonction fn. Alors vous pouvez très bien commencer l'exercice avant même d'attaquer la question petit a par cette remarque. Donc vous vous donnez un n plus grand que 1, donc vous écrivez pour n plus grand que 1, la fonction x donne nx puissance log n est définie sur 0 ouvert. Bon, bah quand on lit ça, on comprend bien que vous avez compris qu'il y a un problème en 0. Et ce qui va justifier le fait que... Alors on lui donne a priori la valeur arbitraire 0 en 0, et ce qui va justifier la question petit a. C'est que ce choix-là n'a comme seule vocation de prolonger par continuité en 0. Ok. Alors, petit a, sur 0, 1, fn est bien continu. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez préciser, entre parenthèses, ce sont des fonctions usuelles, hein. Donc, vous pouvez préciser que c'est tout simplement parce que fn est un produit de fonctions continues. Oui. Bon, et donc, toute la question, c'est de montrer que fn est continu en 0. Si vous pouvez écrire une phrase pour expliquer comment est-ce que vous allez assurer ça, là c'est juste l'existence d'une limite et que cette limite vaille bien 0. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes phrases littéraires, mais bon, écrire un peu de texte, vous voyez, ça prend pas très longtemps et je peux vous garantir que quand on lit une copie, ça met en bonne disposition. Hein. Bien, alors, en 0, en x égale 0, eh bien, il s'agit de regarder la limite de nx puissance n log de x. Alors, en x égale 0, on sait, ça c'est un résultat de cours, on peut dire même du terminal, hein, je pense que ça figure en terminale, c'est que la limite à droite de x log x vaut 0. Donc, eh bien, quel que soit n supérieur ou égal à 1, j'ai limite de x puissance n log x qui est égale à limite. Donc, pour bien le représenter, quand x tend vers 0 plus x tend vers 0 plus, pour bien comprendre l'astuce, c'est de l'écrire comme ça. Et comme la limite de x puissance n-1 est, quand x tend vers 0 plus vaut 0, eh bien, on en déduit que limite de x puissance n log x est égale à 0. Et ça, bien, c'est fn de 0. Bien, alors là, c'est très bien qu'on en soit là. Là, il y a une erreur de rédaction. Pourquoi? Bien, parce que vous voyez que cette phrase-là est fausse si n égale 1. Parce que si n égale 1, cette fonction, c'est la fonction constante égale à 1. Donc, ce raisonnement, il marche à partir de 2. Oui. Mais vous voyez que le cas n égale 1, c'est juste celui que vous avez traité ici. Donc, vous avez bien montré la propriété que pour tout n supérieur à 1, eh bien, la limite de fn de x, c'est fn de 0. Ainsi, fn est continu en 0. Formidable. Alors, on s'intéresse maintenant à la convergence simple. Oui.
de la suite Fn. Alors là, le paramètre n, lui, est appelé à varier. Ce qu'on va fixer maintenant, c'est le réel x. Alors, vous pouvez l'appeler x0. Donc, on va se donner un x0 qui appartient à 0, 1. Oui. Et là, bah, il s'agit de regarder un peu ce qui se produit pour la suite. Vous voyez que x0 étant fixé, vous voyez que ln de x0 et ln de x0 va être une constante. Donc en fait, la suite à étudier, c'est nx0 puissance n. Alors, c'est une croissance comparée. On sait que ce qui va l'emporter, c'est bien évidemment la suite géométrique, mais attention, il faut que la raison soit strictement plus petite que 1. Donc il y a deux cas. Premier cas à traiter. Eh bien, si x0 appartient à 0, 1, par croissance comparée, vous voyez là, vous donnez, c'est pas la peine d'en écrire plus. Par croissance comparée, on comprend que vous avez compris qu'il s'agit d'un théorème classique. On a limite en n de n x0 puissance n égale 0. Vous voyez, c'est la croissance comparée parce que ça tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et le théorème de croissance comparée vous dit qu'une suite arithmétique croît moins vite que ne décroît une suite géométrique. Donc, eh bien, comme x0 est une constante, log de x0, vous pouvez le multiplier, ça continuera à tendre vers 0. Et donc, vous avez limite en n de fn de x0 qui vaut 0. Bien, et pour pouvoir faire ce raisonnement, pour écrire ça, il faut bien sûr que x0 soit différent de 0. Donc il vous reste le deuxième cas à traiter. x0 égale 1. Bah, dans ces conditions, que vaut fn de 1 ? Bah, à cause du log de 1 c'est 0, bah, ça vaut 0. Bah, si ça vaut 0, c'est une suite constante. Et par conséquent, eh bien, la limite de fn de 1 vaut bien 0. Conclusion. Voilà. Donc, la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle. Oui, ce qu'on vous demande de déterminer. Voilà, ça c'est pour la question petit v. La question petit c maintenant, on vous pose la question de la convergence uniforme. Ben, vous allez traduire tout de suite de quoi il s'agit. Bien, il s'agit d'étudier la suite des normes infinies. Là, cette notation est standard, donc vous pouvez l'utiliser sans... Vous voyez, c'est pas la peine d'en rajouter. Là, vous mettez le correcteur en forme, parce qu'il a bien... il a bien vu que, comme vous avez vu que c'était la fonction nulle qui était limite, il faut prendre des normes infinies de fn moins l'infini, c'est-à-dire normes infinies de fn. Bien, alors... Là, vous allez essayer, ici dans cet exercice, vous allez essayer de calculer les normes infinies explicitement. Et là, bah, n'oubliez pas que c'est n qui varie, donc il faut fixer n. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, bon, et là, comment est-ce qu'on va étudier ces fonctions? Eh bien, on va faire de l'analyse classique, on va étudier les variations. Pour étudier les variations, on va étudier la dérivabilité. Le signe de la dérivée. Mais attention, cette fonction-là, elle est définie sur 0, 1 ouvert. Donc, pour n supérieur à 1, la fonction fn est dérivable sur 0, 1, 0 exclu. Et là, bah, même chose qu'ici, comme produit de fonctions dérivables.
bien, pour tout x qui appartient à 0, 1, on a, là, ce sont des fonctions usuelles, donc je peux les dériver. Alors, qu'est-ce que c'est que la dérivée de ça? Eh bien, ça me fait, je dérive un produit, ça me fait n carré x n-1 log de x plus n xn fois 1 sur x, c'est-à-dire xn-1. Et c'est bien pour x différent de 0. Et là, vous n'avez pas à vous soucier de n puisque vous l'avez quantifié ici. Vous voyez, vous avez commencé votre énoncé, là, tout est bien quantifié. Quand on lit ça, on comprend bien que n est choisi supérieur à un quelconque et que x est compris entre 0 et 1, quelconque, 0 exclu. Bon, bah après, il vous suffit de factoriser. Vous voyez que vous pouvez factoriser par n x puissance n-1 et il va vous rester n log de x plus 1. Et bah, une fois que vous avez ça, vous savez que ce qui va vous intéresser, c'est le signe de la dérivée, mais en ça c'est positif, et là, bah, vous voyez que la fonction log étant croissante, elle va être tantôt négative, puis tantôt positif, et donc, eh bien, si vous voulez résoudre l'équation, hein, le point critique, eh bien ça, vous voyez que x étant différent de 0, c'est équivalent, là c'est peut-être pas la peine de... d'expliquer, hein, ça va, là on comprend bien, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour cette équivalence-là, ça va, ça n'a pas besoin de détails. Et donc ça, c'est équivalent à dire que log x égale 0, égale moins 1 sur n, et là, c'est équivalent à dire que x égale exponentielle moins 1 sur n. Ici, si vous êtes des puristes, et à nouveau, mieux vaut en écrire trop que pas assez, là, vous pouvez arguer du fait qu'il y a bien équivalence parce que la fonction log est bijective de fonction réciproque exponentielle. Bon, si vous ne le marquez pas, c'est pas la fin du monde. Bien, et du coup, eh bien, on a le tableau de variation suivant, 0, exponentielle moins 1 sur n. 1. J'ai f', alors attention, f' n'est pas défini en 0, a priori, on pourrait étudier prolongement, mais c'est pas très grave. F' de n. Bien, ce que je sais de f de n. Ce que je sais de f de n, c'est que ça vaut 0 en 0 et que ça vaut aussi 0 en 1. Oui. Ok. Maintenant, je regarde le signe de f'. Bien, quand je suis à gauche, c'est-à-dire que quand je tends vers 0, vous voyez que ça devient très négatif, donc le signe est négatif, et quand je tends vers 1, ben, quand x tend vers 1, ça va tendre vers 0, et donc le tout tend vers 1. Donc ma fonction, vous voyez, elle croît, elle décroît, alors j'ai mal positionné mes zéros. Et donc vous voyez que ma fonction est négative, et qu'elle présente un minimum absolu. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la fonction fn, c'est la fonction valeur absolue de fn. Donc, à la lecture du tableau de variation, on voit que valeur absolue de fn, donc je redresse, hein, c'est pas la peine de faire de dessin, on comprend bien que vous avez bien compris, on voit que valeur absolue de fn présente un maximum absolu en x égale exponentielle moins 1 sur n sur 0,1. Alors vous allez me dire, mais comment a-t-il fait ici pour raccrocher le 0? Votre fonction fn est bien définie en 0, et la question petit a vous a montré qu'elle était continue. Donc si vous avez sur 0 exclu 1 le comportement, bah, par continuité, vous l'avez aussi pour 0 inclus. Oui. Ok, bah, conclusion. Ainsi, virgule, la norme infinie de fn, c'est la valeur absolue de fn de exponentielle moins 1 sur n. Ben là, il ne vous reste plus qu'à la calculer. Ça vous fait n. Alors, vous savez que c'est négatif, donc... Enfin, on va garder les valeurs absolues. Ça fait n exponentielle moins 1 sur n, le tout à la puissance n, log de exponentielle moins 1 sur n.
Et là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Log d'exponentielle moins 1 sur n, ça me fait moins 1 sur n fois n, ça me fait moins 1. Et ça, bah, ça me fait exponentielle moins 1 sur n fois n, c'est-à-dire exponentielle moins 1. Et donc, vous voyez que ça vaut exponentielle moins 1. Oui. Et donc là, bah, vous pouvez conclure. Vous pouvez conclure. La suite des normes infinies ne converge pas. Elle est constante, hein, vers 0. Donc, la suite Fn ne converge pas uniformément. Il n'y a pas plus à mettre, puisque là, vous avez bien expliqué dans cette formulation que vous avez compris que la convergence uniforme, c'est la convergence des normes infinies de Fn moins sa limite. Bien, alors, dernière question, on vous demande d'étudier ce qui se passe, non plus sur 0, 1, mais sur 0, A. Donc, on se donne un petit a qui est strictement inférieur à 1, et on considère l'intervalle i qui est égal à 0. Alors, on revient à notre... qui peut le plus, peut le moins, on revient à notre tableau de variation. Vous voyez qu'a priori, A, il se trouve à l'intérieur de ça, il est différent de 1. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si A se trouve à gauche, mettons que A soit là, vous voyez que votre tableau de variation, il se limite à ça. Et là, votre fonction, elle est strictement décroissante. Et donc, elle est maximale, enfin minimale, pardon, exactement en A. Donc la question, c'est quid de ce point critique quand n varie? Eh bien, vous voyez que quand n varie, moins 1 sur n tend vers 0, et donc l'exponentielle tend vers 1. C'est-à-dire que, poser que A se trouve à gauche d'exponentielle moins 1 sur n, ça se produit nécessairement à partir d'un certain. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Donc vous commencez tout simplement par remarquer que la limite de exponentielle moins 1 sur n vaut 1. Donc, eh bien, il existe un n0 supérieur à 1 tel que, quel que soit n supérieur à n0, eh bien, exponentielle moins 1 sur n soit plus grand que A. D'où l'intérêt de bien avoir quantifié. Vous avez dit ce que c'est que A. A, comme il n'est pas égal à 1 et que ça tend vers 1, bah, à partir d'un certain moment, la suite, elle franchit A. Oui. Alors, quel que soit n supérieur à n0, bien, vous pouvez, si vous avez envie, de refaire le tableau de variation pour bien montrer que vous avez compris ce qui se passait. Vous avez Fn. Vous voyez, comme ça, ça c'est propre. Partez de 0 et vous décroissez. Ainsi, Fn présente. Alors vous pouvez aussi faire, si vous faites ça, ça va, on vous fait crédit. Si vous voulez vraiment bien rédiger, vous mettez quel que soit n supérieur à 0. On a le tableau de variation suivant. Ainsi, Fn présente un minimum absolu en A. Et donc, eh bien, la norme infinie de Fn, alors sur I ce coup-ci, hein, donc vous pouvez l'indiquer ici, ça va être égal à la valeur absolue de Fn de A. Oui. Bon, bah là, c'est terminé. Une fois que vous avez ça, bah, comme la suite de fonctions converge simplement vers 0, la fonction nu, eh bien, cette limite vaut 0. Et ça, eh bien, à partir de n0, c'est la suite des normes infinies. Donc, la suite Fn converge uniformément. Voilà. Ok. Bon, j'espère que cet exercice vous aura montré à peu près l'équilibre qu'on attend
dans la rédaction sur une telle question. Alors on va passer à l'exercice 2, qui est un exercice sur les intégrales, qui est un exercice qui n'est pas très compliqué. Par contre, là, au niveau rédactionnel, il y a des petites difficultés, puisqu'il y a des questions qui sont liées à des indices. Et donc, on va voir un peu ce qu'on attend. De mémoire, je me souviens que j'avais des étudiants à l'époque qui étaient venus me voir en me disant que c'était pas facile à rédiger, cette question, notamment la question C. On a dit on se perdait un peu dans les indices. Bon, on va examiner ça ensemble. Alors, l'exercice 2, on pose n supérieur ou égal à 0, et on a posé, alors là, je vais le réécrire, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais mettre... C'est pas une obligation, hein, c'est défini. Et pourquoi je l'écris? Parce que je veux indiquer au correcteur que j'ai bien compris que la fonction a bien un sens. Car, alors pourquoi? Bien parce que tout simplement, cette application est continue sur le segment 0,1. Oui, et là, entre parenthèses, là, il faudra écrire produit, rapport de deux fonctions continues, dont le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Vous écrivez ça, vous avez tout écrit. Bien, JN, bah, même chose. Pourquoi est-ce que le concepteur du sujet ne nous a pas escroqué? Eh bien, c'est bien défini, car X donne, là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est bien continu. Là, c'est juste le produit de deux fonctions continues. Arc-tangente est défini sur R tout entier, X puissance n de 6. Ok, on s'est chauffé, vous voyez, ça nous a pris quoi, 20 secondes à écrire? Bien, ça, je peux vous dire que quand vous lisez une copie où l'exercice commence comme ça, on se dit, on a affaire à un client sérieux. Et la conséquence de ça, c'est que bien évidemment, si vous avez une bonne rédaction, si vous voyez quelqu'un qui a pris le soin de bien montrer qu'il maîtrise son sujet, qui a bien compris que l'intégrale de Riemann ne peut pas intégrer toutes les fonctions, et que nous, ce qu'on a fait cette année, c'est intégrer des fonctions continues, voire continues par morceaux. Et bien, après, si vous commettez une erreur, le correcteur sera beaucoup plus enclin à être généreux avec vous, à être bienveillant. Par contre, si vous n'écrivez rien, vous ne quantifiez pas vos trucs, eh ben, vous savez, vous faites semblant de rédiger, on fait semblant de corriger. Hein, voilà, pour vous expliquer les choses. Quand les trucs sont mal rédigés, ben, on passe et on ne met pas les points. Hein. Peut-être qu'au lycée, c'était l'inverse. Hein. Il faut que vous compreniez qu'à l'université, on ne va pas chercher les points. Pourquoi? Parce que dans la vie, ça ne se produit pas comme ça. Hein. Dans la vie réelle, la vie d'adulte, les gens attendent que vous leur démontriez les choses et non pas, bah, je donne quelques éléments et vous vous débrouillez. Oui. En particulier en mathématiques. Bien, alors, on passe aux questions. On va traiter les calculs. Alors ça, bah, vous pouvez l'écrire directement. C'est pas la peine de faire des longues phrases. I0, eh ben, c'est l'intégrale de 1 plus x2 dx. Bah ça, vous voyez, vous pouvez même le rédiger comme ça, directement. C'est pas la peine de faire du blabla. Si vous écrivez ça, c'est magnifique. Là, dans cette lecture-là, on a bien compris que vous connaissez une primitive de 1 sur 1 plus x2. C'est pas la peine de dire arc-tangente. Vous voyez, là, on vous fait crédit. Et puis, entre... pas la peine d'écrire que c'est arc-tangente de 1 moins arc-tangente de 0. Même chose pour la suivante. Bien, I1, c'est x sur 1 plus x2 dx. Et bien ça, c'est 1 demi de log de 1 plus x2 compris entre 0 et 1. Vous voyez, là, rédaction minimale, mais parfaite, parce qu'on comprend bien que vous avez pondéré, c'est une formule prime sur U,
avec U' qui n'est pas tout à fait U', il faut écrire 2x, donc ça met un facteur 1,5. Et donc ça fait 1,5 de log de 2. Voilà. Alors, petit b, on a une première question fine d'analyse, enfin fine, n'exagérons rien. On vous demande de majorer simplement la fonction intégrée et de déduire que cette intégrale est majorée par 1 sur n plus 1. Ok. 1 sur n plus 1, bah, il faut majorer, vous voyez, en plus on vous le dit, la fonction intégrée, il faut majorer cette fonction-là, donc il faut la majorer pour tout x et utiliser le théorème de majoration des intégrales qui en découlent. Bon, bah, vous voyez que le 1 sur n plus 1, on n'est pas loin d'une intégrale sur 0,1 de x puissance n, on est même tellement pas loin qu'on est exactement à ça. Donc l'idée, bah, c'est de dire que quel que soit x appartient à 0,1, et là j'ai bien quantifié, eh bien j'ai xn sur 1 plus x2. Alors, vous pouvez écrire 1 plus x2 est supérieur à 1, donc 1 sur 1 plus x2 est plus petit que 1, et ainsi, deux points, et là c'est cette formule. Alors ça c'est positif, rapport de deux choses positives, et ça c'est majoré par 1. Donc, par intégration des inégalités, et là vous faites référence au théorème du cours qui vous dit que quand vous avez des fonctions qui se comparent pour tous les éléments du segment, bah, vous pouvez intégrer et les intégrales se comparent. On a 0 qui est égal à l'intégrale de 0,1 de 0 fois dx, qui est plus petit que in, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de xn sur 1 plus x2 dx, et qui est donc plus petit que l'intégrale de 0,1 de xn dx. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est xn plus 1 sur n plus 1 compris entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Bon, vous voyez, je me suis condensé ici. Si vous faites ça dans une copie, c'est pas la fin du monde non plus. Vous voyez, bon, c'est toujours mieux de bien présenter, hein, si j'avais... mais l'important, vous voyez, dans la rédaction, il faut évidemment que ce soit suffisamment clair, mais c'est d'apporter les éléments essentiels à la compréhension du raisonnement. Ici, l'élément essentiel, c'est intégration des inégalités. Donc l'astuce qu'on vous demandait de trouver, c'est de comprendre que c'est cette majoration-là, si vous voulez. Bien, donc vous allez montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, eh bien, vous avez in qui est coincé entre n et n plus 1. Et donc, eh bien, la limite de in, c'est 0. Donc, il faut donner là aussi un argument. Eh bien, alors, c'est appelé, mais je vous rappelle que c'est une blague, mais une blague qui a fini par rentrer dans la littérature. On appelle ça le théorème des gendarmes. En fait, c'est le vrai nom, c'est théorème d'encadrement. Par théorème d'encadrement. Oui. Donc là aussi, il est bon de mettre un argument. Si vous n'en mettez pas, et que vous avez super bien rédigé avant, on a compris que vous avez compris. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas quantifié, vous n'avez pas justifié, etc., et qu'on voit ça, bah, on met en suspens. Vous voyez, on suspend son jugement. A priori, moi, quand je vois ça et que c'est dégueulasse avant, bien, je ne mets pas forcément les points. Ça va dépendre. Si à un moment ou à un autre dans la copie, j'arrive à voir que le candidat a compris quelque chose. Il ne se contente pas d'écrire des choses qui sont dénuées de sens pour lui. Bien, alors on arrive à la question un poil délicat au niveau rédactionnel, et c'est très bien. Prendre un peu de temps pour bien rédiger. Alors on vous demande de calculer in plus 2 plus in. Vous voyez que dans l'énoncé, le concepteur a bien fait les choses. Avant l'énoncé des sous-questions, il a choisi n supérieur ou égal à 0. Donc le n ici, il a bien un sens. Donc vous aussi, bah, rappelez que n est supérieur ou égal à 0.
Et donc, vous écrivez ce que c'est que in plus 2 plus in. Et bien, par linéarité de l'intégrale, ça vous fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2 plus x puissance n sur 1 plus x carré. Mais, et là le miracle de la science se produit, si vous factorisez par x puissance n, vous voyez qu'au numérateur vous allez avoir x2 plus 1, c'est-à-dire le dénominateur. Et donc ça, c'est tout simplement x puissance n dx, que vous avez calculé juste avant, et qui vaut très précisément 1 sur n plus 1. Bien, donc ça c'est pas compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est en déduire une expression de in comme somme de nombres rationnels. Alors on vous suggère de distinguer en fonction de la parité de n. Alors on va d'abord s'intéresser au premier cas. On va prendre n égale 2k pair. Oui, k a priori est un entier naturel. Ok. Alors là, eh bien, on va avoir besoin de travailler un petit peu. Donc là, ça vaut le coup de prendre un brouillon. Donc je mets momentanément ma feuille de côté, même si parfois il est bon de faire certains calculs dans sa copie, mais on va travailler sur le brouillon pour regarder un peu ce qui se produit. Alors, on va évidemment exploiter cette relation que in plus 2 plus in égale 1 sur n plus 1. Oui. Bon, si je veux calculer I2, I2, ça va donc être... Donc I2, c'est l'équation qui va obtenir pour n égale 0. Donc ça va me faire 1 moins I0. Oui. Ensuite, je vais calculer I4. Bien, I4, ça va être... Alors en fait, je vais même l'écrire 1 sur 1 ici pour bien qu'on ait... Là, on est au brouillon. Hein. Donc I4, ça va être 1 sur... donc n égale 2, 1, 2 plus 1, 3. Donc ça va être 1 sur 3 moins I2. Mais I2, je l'ai calculé avant. C'est donc 1 sur 3 moins 1 sur 1 plus I0. Et puis ensuite, je vais avoir I6. I6, ça va être 1 sur 5 moins I4, c'est-à-dire 1 sur 5 moins 1 sur 3 plus 1 sur 1 moins I0. Bon, si vous n'avez pas encore pigé, on va faire I8. I8, ça va me faire 1 sur 7 moins I6, c'est-à-dire 1 sur 7 moins 1 cinquième plus 1 tiers moins 1 sur 1 plus I0. Ok. Et on veut une formule. Là, vous commencez à la voir, cette formule. Vous voyez, au brouillon, on essaye de la trouver. Et quand on l'aura trouvée, on l'écrira directement sur la copie. Là, c'est le sommet de la propreté. Bon. Donc, on va avoir une petite idée de ce qui se produit. Vous voyez que... alors, on finit toujours par I0, mais on alterne le signe. Oui. Et le signe, il va dépendre de quoi? Donc là, 2, c'est 2 fois 1. Ici, c'est 2 fois 2. Un K est ici. Hein, voilà. Là, c'est 2 fois 3. Et là, c'est 2 fois 4. Vous voyez que la parité de K donne le signe. Donc, on a envie de tenter un truc du genre... I de K, pardon. Moins 1 puissance K, I0. Bon, ça, c'est pour expliquer l'alternance de signe moins 1 plus 1. Pour I0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une somme qui égrène l'inverse de tous les nombres impairs avec une alternance de plus et de moins. Et vous voyez que le plus grand a toujours un signe plus et après j'alterne. Oui. Bon, alors, en 2 cas, vous voyez qu'ici, je vais avoir 2K-1, 2K-3, 2K-5, etc. Donc, moi j'ai l'impression que ça va être 2K
Et là, bah, je vais retirer tous les nombres impairs. Donc, moins 2i. Mais je vais commencer par celui qui commence par moins 1 de 2k. Vous voyez? Donc, quand i égale 1, eh bien, j'ai 2k moins 2 plus 1, ça me fait bien 2k moins 1. Oui, donc, je vais partir de 1 et je vais avoir un moins 1 puissance. Alors, si je pars de 1 comme je veux un signe plus, eh bien, il me faut i plus 1. Et je vais aller jusqu'où? Bah, je m'arrête à 1. Et le 1, il est obtenu comment? Bah, pour i égale k. Oui. Voilà, ça a l'air de coller à peu près, la formule que j'ai trouvée. Bon. On va vérifier rapidement. Si je prends k égale... Alors, vous voyez que cette formule, elle ne marche pas pour k égale 0. Pardon, elle ne marche pas pour k égale 0 parce que là, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une formule pour k supérieur ou égal à 1. Alors, regardons. Pour k égale 1, eh bien, j'ai i2. Que me dit cette formule? Elle me dit que i2, eh c'est moins i0, plus somme de i égale 1 à 1. Oui. Moins 1 puissance 1 plus 1, ben, ça fait 1. K égale 2, ça me fait 4. Moins i égale 1, ça me fait 2. Plus 1, ça me fait 3. Donc je me suis trompé. C'est formidable. Alors, k égale 1. Ah non, pardon, je me suis trompé puisque k égale 1. Donc k égale 1, ça me fait 2, moins 2, 0, plus 1. Bon, bah, ça a l'air de coller à ce premier terme-là. Et puis, bah, oui, ça a l'air pas mal, mon truc. Donc là, une fois que j'ai écrit ça, bah, je reviens, vous voyez, une fois que j'ai fait ce petit calcul, je reviens et j'affirme ce que je vais montrer. Et comment est-ce que je vais le montrer? Bah, je vais évidemment le montrer par récurrence sur K. Donc, montrons, et vous annoncez tout de suite la couleur par récurrence sur K, et vous voyez qu'ici, il faut que K commence à 1 à 0, la formule ne marche pas. Que, eh bien, i de k est égal, alors je vais passer le i0 de l'autre côté, donc je vais mettre somme de i égale 1 à k de moins 1 puissance i plus 1 sur 2k moins 2i plus 1 plus moins 1 puissance k i0. Voilà. Donc là, bah, quand on lit ça, déjà c'est très propre, et on se doute bien que derrière il y a un brouillon, et vous avez travaillé pour trouver votre truc. Oui. Ok. Très bien. Bah, alors, comment on montre ça? Bah, par récurrence. Donc pour k égale 1, eh bien j'ai i2 plus i0 qui est égal à 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et ça, bah, c'est bien la somme de i égale 1 à 1 de moins 1 puissance i plus 1 sur 2 moins 2i plus 1. Et... Pardon. Excusez-moi, i0 et i2, donc ça implique que i2 égale 1 moins i0. Et, eh bien, vous avez i2 qui est donc bien égal à... Donc vous avez bien vérifié votre hypothèse de récurrence pour k égale. Alors, supposons, pour k supérieur ou égal à 1, que i de 2k soit égal à somme de i égale 1 à k, et on réécrit un des plus gros problèmes que vous avez face
à la récurrence, c'est que vous n'écrivez pas vos hypothèses de récurrence. Vous n'écrivez pas ce qu'il y a à montrer. Là, vous voyez, vous avez écrit votre formule. Vous voyez, vous y référez tout le temps. Plus moins 1 puissance k, I0. Voilà. Alors, au rang k plus 1, on a. Alors, on y va. Je vais garder ma formule de récurrence. C'est mon brouillon que je range. Alors, qu'est-ce qu'on a au rang k plus 1? Eh bien, on a I de 2k plus 2 qui est égal, et donc là, je prends la question, le début de la question, et bien ça, c'est égal à 1 sur 2k plus 1 moins I de 2k. Oui, et par hypothèse de récurrence, eh bien j'ai I de 2k plus 2 qui est égal à 1 sur 2k plus 1 moins la somme de I égale 1 à k de moins 1 puissance I plus 1 sur 2k moins 2i plus 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc plus, moins 1 puissance k plus 1, 0. Bien, et là vous reprenez votre feuille de papier, quand vous en arrivez là, et vous dites qu'est-ce que l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il faut que je montre que I de 2k plus 2, c'est la somme de... alors, je vais changer juste d'indice, il est muet. Hein. J égale 1 à k plus 1 de moins 1 puissance J plus 1 sur 2k plus 2. Donc 2k plus 2 plus 1, ça fait 2k plus 3, moins 2j. Plus moins 1 puissance k plus 1, I0. Alors celui-là, on l'a déjà obtenu ici, donc c'est bon. Donc la question, c'est comment comparer ces deux sommes-là. Voyez. Alors, il faut faire apparaître ici au dénominateur du 2k plus 3. Oui. Alors vous voyez que un moyen d'y arriver sera probablement de décaler l'indice, c'est-à-dire de prendre J égale I plus 1. Vous voyez, on fait ici, si je prends I égale J plus 1, vous voyez, bien que devient... non, c'est l'inverse, c'est J égale I plus 1. Pardon. Si je prends J égale I plus 1 dans ma somme ici, bah, que devient ma somme ici? Oui. Eh bien, ma somme, elle devient somme, alors, quand I varie de 1 à k, eh bien, J va varier de 2 à k plus 1. Et après, bah, j'ai juste mon changement d'indice à faire. D'ailleurs, je peux le faire directement sur ma copie. Donc, I de 2k plus 2, c'est 1 sur 2k plus 1, moins. Et là, vous faites votre changement d'indice. On va voir comment l'indiquer sur la copie. Donc, J égale 2 à k plus 1, 2. Alors, 1 plus J, eh bien c'est J, donc ça me fait moins 1 puissance J, sur... Alors, que vaut 2i? Eh bien 2i, c'est 2j moins 2, et comme je prends moins 2i, eh bien, ça me fait moins 2j plus 2, donc plus 1, ben, ça me fait bien moins k, plus 3, moins 2j, plus moins 1 puissance k plus 1, I0. Et là, ce que vous faites, vous êtes dans le calcul, dans la copie, vous indiquez que vous avez posé J égale I plus 1. Bon, écrit comme ça n'a pas beaucoup de sens, mais un correcteur, il va très bien comprendre ce que vous avez fait. Vous avez réindicé votre somme, tout simplement. Vous voyez, vous avez bien présenté les choses. Ça, c'est resté là, ça, c'est resté là.
Bon, et ben pour finir, il suffit de considérer ce terme-là et de voir que c'est exactement le terme d'expression ici en j égale 1. Alors le moins vient s'agglomérer ici, moins fois moins 1 puissance j, ça me fait moins 1 puissance j plus 1. Et vous voyez que ça, in fine, ça devient la somme de j égale 1 k plus 1 de moins 1 puissance j plus 1 sur, ben vous avez 2k plus 2, moins 2j plus 1, plus moins 1 puissance k plus 1 de i0. Voilà. Si vous vous arrêtez là, vous aurez tous les points, mais il faut bien préciser que en fait vous avez fini votre récurrence. Alors vous pouvez mettre ce qui achève la preuve par récurrence, et vous avez qu'à plutôt plus précisément dire ce qui montre le caractère héréditaire de la propriété. Et là c'est bon, vous avez initialisation, héréditarité, et donc vous avez gagné. Ok, alors il nous reste le deuxième cas, donc là vous pouvez même, vous voyez, le souligner. Et là, alors, si vous avez super bien rédigé comme ça, ben, vous pouvez vous permettre, dans le deuxième cas, de rien démontrer et de vous contenter de balancer la formule. Pourquoi? Ben, parce que le correcteur, il a vu que vous avez bien compris que c'était une récurrence, j'en avais fait une, il ne va pas vous demander d'en faire une deuxième, donc par contre, il va être soucieux de vérifier que la formule i de k plus 1 est bonne. Alors vous pouvez, on montre de la même manière que, donc là, eh bien, ça va être pour k supérieur à 0, on a i de 2k plus 1 qui doit être égal, et là, hop, vous reprenez votre brouillon, et vous faites le même business. On va essayer de trouver, d'intuiter la formule. Alors, j'ai i3 qui doit être égal, donc là, j'utilise toujours ma formule, hein, i3, ça doit être égal à 1 demi moins i1. i5, ça doit donc être égal à 1 quart moins i3, c'est-à-dire 1 quart moins 1 demi plus i1. On va en faire une dernière pour le plaisir. i7, ça va donc être 1 sixième moins i5, c'est-à-dire 1 sixième moins 1 quart plus 1 demi moins i1. Bon, bah la même chose, on voit que i de 2k plus 1, ça va être la somme. Alors même chose, mais si au lieu de prendre des termes impairs, je prends des termes pairs, donc j'ai 2k, et à chaque fois moins 2i, mais vous voyez que pour que ça soit raccord, avec si c'est 7 ici, il faut que j'ai 6, donc là i va partir de 0. Ouais. Je vais avoir une alternance de signe plus et de signe moins, donc le premier est un signe plus, donc i égale 0, ça va être bon, et donc la question c'est jusqu'où je vais aller. Là, je m'arrête à 1,5, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille à k moins 1, et puis ensuite il reste le signe de i1. Alors, quand k vaut 1, eh bien, ça me fait moins, quand k vaut 2, ça me fait 2, donc ça va être un moins 1 puissance k. Bon, bah là, elle commence à avoir de la gueule, cette formule, à mon avis. Et on vérifie rapidement qu'on ne s'est pas trompé. Oui, ça a l'air bon. Et donc, je vous dis, on montre de la même manière que somme Alors, ce que je vous affirme, là, c'est ma sensibilité à moi. C'est-à-dire que si vous écrivez la bonne formule, évidemment après avoir montré la première partie,
Si vous donnez la bonne formule et vous ne démontrez pas, mais vous indiquez que ça se fait de la même manière, vous avez évidemment tous les points. Bon, vous avez peut-être des vieux garçons, profs de maths, ou des vieilles filles d'ailleurs, ce qui est plus grave, qui diront « Ah bah il n'y a pas la preuve, etc. » Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Là, vous avez très bien rédigé les choses, donc on va pas s'étendre plus. Ok, et donc il reste, pour finir l'exercice, à en déduire cette chose-là. Alors il faut se rappeler que eh bien, pi sur 4 c'est I0 et log de 2 à un facteur 1,5 près c'est I1. Alors là, bah, il faut arriver à refaire le lien. Donc on va, petit d, hein, on va recommencer ce coup-ci en tirant les formules. Vous voyez que la formule vous dit que bah, vous pouvez avoir I0 en fonction de I de k et de cette somme-là. Ça a quel coût? Bah, de multiplier par moins 1 puissance k pour tuer l'éventualité du signe. Et donc, bien, vous voyez que I0, c'est-à-dire pi sur 4, est donc égal à... alors, si je multiplie par moins 1 puissance k, ça me fait somme de moins 1 puissance k plus i plus 1 sur 2k moins 2i plus 1 pour i qui varie de 1 à k. Plus... Alors, je me suis trompé, parce que ça, je l'ai passé de l'autre côté, j'ai donc un signe moins, donc j'ai un 1 en trop. Et puis, c'est comme ça, c'est les maths, hein. Plus moins 1 puissance k de i de k. Bon, et le jeu, bah, c'est de retrouver à partir de cette somme, alors ça, c'est pour k, oui, pour k supérieur, j'ai commencé par celui-là. Pourquoi j'ai commencé par celui-là? Oui, pour k supérieur. Hein. Ok, donc le point, c'est de retrouver cette expression-là, c'est-à-dire les nombres impairs. Ben, vous voyez que vous les avez, et si vous voulez les écréter dans le bon ordre, vous allez encore être amené à faire un changement de variable. C'est-à-dire là, vous les égrenez dans le sens décroissant. Alors là, vous les égrenez dans le sens croissant. 1, 3, 5, etc. Donc là, bah, vous reprenez votre feuille de brouillon et vous regardez. Il y a certainement un changement d'indice à faire. Moins 1 puissance k plus i sur 2k moins 2i plus 1. Vous voyez que si vous avez compris que dans un cas vous montez et dans l'autre cas vous descendez, ben vous voyez que le changement d'indice il tombe tout seul. Hein. Ça va être j égale k moins i. Voilà. Si vous posez j égale k moins i, et ben ça vous fait la somme de j égale 0 à k moins 1. Et ben alors moins 1 puissance. D'ailleurs, vous voyez, je peux même le faire, je vais même le faire directement en posant j égale k moins i. On a donc que pi sur 4 est égal à la somme de j égale 0 à k moins 1. Et je fais directement mon changement. Donc j'ai posé j égale k moins i, pas k moins 1. Donc que vaut i? Bah, ça vaut k moins j. Donc ça me fait moins 1 puissance 2k moins j sur... Alors, ça me fait 2k moins 2 facteur de k moins j. Et plus 1 plus moins 1 puissance k de 2k, et donc ça, bah, il suffit. Alors,
ça c'est pair, donc la parité de ça, bah, c'est la même parité que J, donc ça me fait bien moins 1 puissance J sur... Alors 2K moins 2K, eh ben, ça fait 0, moins 2 fois moins J, ça fait 2J, donc 2J plus 1. Voilà. Bon, et donc ça c'est... Je ne l'ai pas écrit, c'est quelque chose... Si je l'écris, voilà, je l'écris ici, j'ai bien quantifié mon énoncé. Oui. Ok, bon, bah vous avez montré que la limite de I de K vaut 0, puisque c'est une suite extraite. Hein, ça a été la première question ici, la question petit b. C'est une suite extraite, donc, eh bien, la somme de J égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance J sur 2J plus 1, qui est par définition, je le rappelle, c'est la limite en plus l'infini de la somme partielle. C'est la définition de la limite d'une série. Bah, tout ça, ça vaut pi sur 4, donc la limite vaut pi sur 4, puisque ça tend vers 0. Et donc, vous avez montré votre truc mûcheur. Et même chose, eh bien, ça, c'était le premier point. Et maintenant, deuxième point, pour K. Alors là, vous reprenez l'autre formule, celle que vous avez obtenue. Où qu'est-elle? Elle est là, celle que vous avez obtenue ici. Ben, pour K supérieur ou égal à 0, on a. Et donc, même chose. I1, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1 demi de log de 2, c'est I1, qui doit donc être égal à somme de moins 1 puissance I plus K, j'ai à nouveau multiplié par moins 1 puissance K, sur 2K moins 2I, somme de I égale 0 à K moins 1, et je me suis encore trompé parce que j'ai oublié de passer de l'autre côté à moins 1, donc il y a un plus 1 qui va apparaître là, et plus moins 1 puissance K, I de 2K plus 1. Bon. Et là, bah, même chose, en posant... Donc là, vous les grainez dans le mauvais sens, donc il faut les grainer dans l'autre sens. Donc là, vous allez certainement poser J égale... alors, vous ne voulez pas que ça fasse 0 au début. Oui, donc K moins I. Eh bien ça vaut somme. Alors quand I vaut 0, J vaut K, et quand I vaut K moins 1, J vaut 1. Donc c'est la somme de J égale 1 à K de moins 1 puissance moins I plus 1 sur... Alors, I va valoir K moins J, donc ça va me faire 2K moins 2K sur 2J, donc ça me fait 2J. Et d'ailleurs, excusez-moi ici, c'est moins 1. Et je vais y arriver. Ah, pardon pour cette coupure électrique, juste au moment où on est arrivé là où vous vouliez venir. Et donc, je reprends. J'ai donc I égale K moins J. Donc ça me fait moins J plus 2K. Voilà. Donc ça, c'est pour finir. Donc plus moins 1 puissance K. I de 2K plus 1. Et donc, eh bien, vous voyez que je peux factoriser 2 qui va tuer le 2. On a donc log de 2 qui est égal à la somme de J égale 1 à K 2. Et bien là, il me reste et moins 1 puissance J plus 1 sur J plus moins 1 puissance K I de K plus 1. Là, c'est ce qu'on appelle la série alternée.
Alors, est-ce que c'est bien ce qu'on demande? Oui, c'est bien ce qu'on demande. Et donc, la même chose, vous rédigez de la même manière. La limite de i de k plus 1, c'est une suite extraite. Alors, vous voyez, là, vous pouvez mettre, hein, je ne l'ai pas fait le coup précédent, mais vous pouvez dire c'est une suite extraite de in. Mais à nouveau, hein, quand les choses sont bien présentées, on vous fait crédit, on se doute bien que vous avez compris que c'était une sous-suite. Si c'est dégueulasse avant, bah, si ça se trouve, vous ne savez pas. Et vous écrivez ça parce qu'il faut que ça marche. Ouais. Donc, pas de crédit. Et donc, par passage à la limite, eh bien, la somme pour j égale à 1 plus l'infini de moins 1 puissance j plus 1 sur j, qui est égal, par définition, je le rappelle, sur k, la somme, on va y arriver, eh bien, c'est log de 2. Voilà, alors il y avait une dernière question à cet exercice. Calculer JN. Donc JN, je vous rappelle, tout au début de l'exercice, on avait justifié que JN était bien défini. Ouais. Donc petit e, eh bien JN, en fait, on va le déduire de IN, très probablement par intégration par partie. Oui. Alors, c'est bon de rappeler le théorème d'intégration par partie. Vous allez être amené très probablement à dériver arctangente et à primitiver xn. Donc je vous rappelle qu'il faut que vous assuriez les conditions. Vous avez f et g, oui, qui va donc aller de 0,1 dans R, et il faut qu'elle soit C1. Oui. Ok, donc il s'agit de nommer F et de nommer G. Bon. Alors, la fonction à dériver, ben, c'est f de x égale arctangente x. Oui, et g de x, ça va être une primitive de x puissance n, c'est donc x puissance n plus 1 sur n plus 1. Elles sont bien C1. Donc, alors vous aimez beaucoup ce mot-là, IPP, donc je vous l'écris. Oui. Eh bien, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de fg', de f de x, g' de x, dx, qui doit donc être égal à f de x, g de x, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de f' de x, et g de x. Oui. C'est-à-dire IE, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n arctangente de x doit donc être égale à xn plus 1 fois arctangente entre 0 et 1 et moins l'intégrale de 0 à 1 de, et alors f' c'est justement 1 sur 1 plus x2, donc ça va me faire x puissance n plus 1 sur 1 plus x2 dx, et puis j'ai un facteur 1 sur n plus 1. Oui, et bon, bah là vous reconnaissez, pardon, JN. Alors, je n'ai pas précisé tout au début, n est supérieur ou égal à 0. Et donc j'ai JN qui vaut, alors en 0, ça vaut 0, en 1, bah, ça vaut pi sur 4, donc ça vaut 1 sur n plus 1. Je factorise tout, pi sur 4,
moins. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est IN plus 1. Oui. C'est magnifique. Bon, c'est pas demandé, mais vous voyez que vous pouvez... Donc là, vous pouvez rappeler que c'est pour n supérieur ou égal à 0. Vous pouvez en déduire la limite de Jn. Hein. Vous voyez que IN plus 1 tend vers 0 à cause de la présence du... À cause de la présence du 1 sur n plus 1, bah, tout ça va tendre vers 0. Voilà. Bien, donc... Si on résume, c'était pas un sujet très difficile. La difficulté, enfin d'un point de vue théorique, il n'y avait pas grand-chose. Cette majoration, il y a pas mal d'étudiants qui ne l'ont pas trouvé, mais bon, c'est désolant, mais c'était la seule chose qui n'était pas indiquée dans cet énoncé. Et la difficulté était une difficulté rédactionnelle ici. J'espère avoir été bien démonstratif hein, dans ce qu'on vient de faire. C'était l'intérêt de cette vidéo, de vous montrer ce qu'il faut écrire, parce que si vous avez des sujets où vous avez des questions d'indissage comme ça qui sont très compliquées, si vous présentez mal, c'est terminé, quoi. D'où, alors, vous voyez, je voudrais quand même juste vous dire, en termes sur ces indissages, en termes de liberté de rédaction, vous voyez que, voilà, vous voyez que ça veut pas dire grand-chose. N'empêche que ça dit tout. Ça veut pas dire grand-chose parce que I est un indice muet ici. Donc en posant J égale K moins I, c'est sous-entendu en réindissant la somme. Donc d'ailleurs, vous pouvez l'écrire, ici je devrais peut-être le faire, en réindissant la somme, en posant J égale K moins 1, on a donc... Et là, bah... Vous voyez, moi, quand je suis face à ça, je vois que la formule est bonne, et ben, quand je lis en réindissant la somme, je lis même pas la suite. C'est bon. Voilà. C'est la bonne idée. C'est-à-dire, vous avez mis en avant la bonne idée, je vais pas aller vérifier les calculs. La bonne idée est là. D'accord ? Bon. Et d'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin, c'est que quand vous m'écrivez ça, et qu'il y a une erreur, et qu'à la fin vous dites « Ah, je me suis trompé », eh ben, je vous compte quand même les points, parce que la bonne idée est là. C'est juste une petite faute de calcul, le réindissage, que c'est un peu compliqué, c'est pas dramatique, d'accord ? Voilà, bah écoutez, j'attends vos retours pour savoir si cette vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail ou mettre des commentaires sur la vidéo, et j'en ferai d'autres. C'est-à-dire reprendre soit des exercices, soit carrément des sujets, comme cette fois, et vous expliquer comment il aurait fallu rédiger, enfin vous donner un schéma de rédaction à l'écrit. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon confinement à tous et vive les maths. Bye bye.